Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans Passerelle. Mais où est passée la collégiale? Bien sûr, l'église est toujours sur sa colline, mais l'enveloppe d'échafaudage qui la recouvre est vraiment très épaisse. Passerelle a souhaité percer le mystère de tous ces travaux en allant à la rencontre dans une deuxième émission sur la collégiale des architectes, restaurateurs et tailleurs de pierre qui ont transformé l'édifice en paquet cadeau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le cadeau promet d'être magnifique quand les travaux seront terminés aux alentours de 2020. Inscrite au cœur du chef-lieu, la collégiale de Neuchâtel se voit de loin. Elle est même la première image de la cité lacustre depuis la sortie d'autoroute à la hauteur de Serrières. Des flèches pointues qui montent droit vers le ciel et au sommet, des restaurateurs qui remédient centimètre par centimètre aux affres du temps. Pour assumer les travaux de conservation, restauration, nous utilisons la plus large palette de produits, de techniques et de matériaux qu'il est possible, avec l'aide de la chimie, avec l'aide de poussière de sable, avec l'aide de compresses chimiques, etc. Même si c'est de la pierre, c'est effectivement en douceur, sachant que ce qu'on cherche avant tout à préserver, c'est l'épiderme, la peau de l'édifice. Vous êtes déjà dit en restaurant un objet, mais ma parole, là, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Si je me plante, c'est l'histoire qui part. Alors, c'est quelque chose que je me dis souvent. Je garantis pas qu'on dorme toujours très bien, parce que la responsabilité est effectivement énorme et c'est un peu comme un patient qu'on traite et dont on doit garantir la survie au minimum. Sachant qu'on est finalement qu'un maillon dans l'histoire de l'objet, du bâtiment, qui va nous survivre, lui, je l'espère, beaucoup plus longtemps. Alors la collégiale est symbolique, elle est au sommet de la ville, elle surplombe l'acropole de Neuchâtel, si on peut dire comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'yeux qui sont rivés sur ce qui va se faire, si les choses vont bien se faire, si on va respecter cette grande dame, si on va la retrouver après plus belle qu'avant, si on a pu conserver malgré tout sa patine originelle. Là, vous faites quoi? Je suis en train d'asperger les murs avec de l'eau oxygénée pour traiter les lichens, les mousses et les algues. Et puis après, on va les brosser. Ça, c'est de nouveau de l'eau oxygénée, mais cette fois-ci dans une mousse, un gel pour que ça reste sur la surface, ça peut agir sur la surface un peu plus longtemps. Et puis après, je vais faire avec la brosse. Donc, de nouveau, pour traiter ces lichens, algues et mousses. En fait, le problème, c'est après les lichens viennent les mousses et puis tout ça, il retient beaucoup d'eau. Et puis ça, c'est un bon milieu que quand il y a des graines qui tombent des oiseaux, des crottes des oiseaux, que là, c'est une possibilité pour les graines de prendre place, c'est-à-dire de faire des racines. Et puis c'est là quand il y a les plus grandes plantes où il y a où ça endommage. Ma parole, vous lui brossez les dents, hein? Oui. C'est ce qui est important aussi. On enlève les mousses partout, que ce soit dans les creux ou ailleurs. On est obligé d'intervenir partout. C'est pas un peu fatigant de faire ce boulot? Non, je veux dire, bon, il y a des fois où c'est dur, surtout quand il fait très chaud, mais autrement, surtout quand on a des objets comme ça, on a hâte plutôt que ce soit fini. Vous dites, surtout quand on a des objets comme ça, il est beau? Enfin, il a quoi cet objet? Quand on a des visages comme ça, voilà, il y a toujours une histoire et puis ça fait sourire. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la restauration? Là maintenant ici, c'est en fin de compte surtout l'état des pierres. C'est quand on arrive à réobtenir l'état de la pierre sans mousse, sans lichen, et on voit ses veinages, on voit ses couleurs, on voit tous les détails de coquillage qui sont vraiment de la pierre de Haute-Rive. Et ça, c'est très riche quand on voit les sculptures. Je veux dire, chaque sculpture a aussi quelque chose. Et puis à chaque fois, ça fait sourire quand on retrouve les détails complets, quand il n'y a plus de mousse. Et voilà. Donc ici, on se trouve devant un témoin intéressant, toujours la gargouille.
et puis qui nous présente deux aspects, deux visages. Le visage avant son nettoyage tel qu'on l'a trouvé, et puis ensuite sur sa partie gauche, l'apparence qu'elle prend en cours de nettoyage. Donc ici par exemple on a plusieurs types de lichens. Les lichens, ici différents types. On voit des dépôts de calcaire accompagnés d'une croûte noire épaisse et puis qui sont en bordure d'une zone où la pierre a été attaquée par cette croûte. Alors là, je vais sabler la zone noire, c'est une croûte noire. Je vais projeter du sable pour éliminer cette croûte noire sans atteindre la pierre. Alors, je fais un petit essai. Alors voilà, c'est un travail qui demande beaucoup de patience, on avance millimètre par millimètre, mais on y arrive et le résultat est quand même satisfaisant. Et c'est pas ennuyeux? Non, pas du tout, non, ça va. C'est assez méditatif, mais ça demande quand même pas mal de concentration. Ce travail de restauration, c'est quoi? C'est une passion, un boulot? Comment vous le qualifieriez? Je crois que sans hésiter, je dirais une passion. C'est l'histoire qui m'est déposée un petit moment dans le creux de la main. Et puis ensuite, ce moment d'histoire, je dois le transmettre le mieux possible pour que celui-ci me survive le plus longtemps possible. Et quelqu'un d'autre, après moi, se chargera de s'occuper de transmettre ce petit moment d'histoire plus loin à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants. Métallisé. Et ensuite, le rôle de l'architecte sur un chantier d'une telle envergure est celui d'abord de coordonner l'ensemble des intervenants, puisque interviennent ici à la collégiale des restaurateurs, des tailleurs de pierre, des spécialistes de la tuile, des spécialistes de la charpente, des chimistes, des pétrographes, des physiciens, des ingénieurs, naturellement. Donc c'est véritablement une équipe extrêmement complexe qu'il faut coordonner. Et ça, c'est le premier rôle de l'architecte, c'est celui de la coordination. L'architecte a également le rôle de proposer l'image finale de la restauration de l'édifice, du bâtiment. Par exemple, le cloître que nous voyons là, nous avons nous prenons un tout petit peu plus de liberté, puisque par exemple, pour la tuile, aujourd'hui on voit que cette tuile qui date entre le début du XXe siècle et les années 80, on va faire une intervention qui va modifier très vraisemblablement l'image de la toiture. Là, il s'agit de deux tuiles qui sont brunes, qui ont une engobe brune. On va choisir un autre type de tuile, une tuile qui est beaucoup plus mouchetée, nuancée dans les brins. Des exemples peuvent être le château que l'on voit au fond, plutôt la toiture du château ou la toiture de la salle du Grand Conseil, qui sont un type de tuile déjà mouchetée. On va s'inspirer de ces éléments-là pour faire la couverture du cloître. Qu'est-ce que ça représente un chantier comme la collégiale pour vous? Ça représente beaucoup pour un architecte, et en tout cas une église comme ça qui a plusieurs centaines d'histoires est intéressante par toutes les personnes qui s'en sont occupées les unes après les autres. Chaque génération, chaque siècle a déposé sur ce bâtiment une couche qui lui appartient et qui enrichit au fond le premier bâtiment archéologique. Là, on est au sommet, de nouveau, il y a des forces incroyables du vent et aussi une réponse architecturale. On est ici à la jonction entre, c'est la fin du monde de la pierre, on est tout en haut de la flèche en pierre, et à partir de là commence la hampe métallique qui tient les croix, les deux croix qui couronnent au fond les deux tours du transept. Et le passage de la pierre au fer est extrêmement important parce qu'elle ne permet pas de la moindre vibration d'être absolument stable, et on a ici ce magnifique système de clés qui ancre en quelque sorte la croix au bulbe de pierre. Et il faut savoir ensuite que la hampe métallique plonge dans la pierre sur plus de 4 mètres, de manière à solidariser le tout et à résister aux efforts du vent. On le sent très bien, pourtant on est protégé par les échafaudages, mais lorsque on aura démonté les ponts, cette flèche retrouvera au fond le plein vent, c'est vent debout.
des vents qui peuvent avoir des forces extrêmes. Et ça a résisté aux pires vents, puisqu'effectivement on voit que tous les assemblages sont restés totalement immobiles et qu'on a affaire à une construction parfaitement résistante et parfaitement adaptée à la rigueur de ces vents du lac de Neuchâtel. On se trouve sur la flèche sud de la collégiale de Neuchâtel. On se situe tout en haut de la flèche où une importante dégradation par le temps a été provoquée. Donc on aperçoit ici une importante dégradation et d'importantes fissures dues à des mouvements et à des dilatations par des goujons par une précédente restauration qui ont provoqué toutes ces lacunes. Donc notre travail aujourd'hui est de restaurer et de remplacer les éléments en pierre qui ont été partiellement dégradés au fil du temps. Vous voyez, donc là je vais reprendre le profil exact de la moulure d'origine pour pouvoir refaire les profils et les panneaux des éléments de pierre à remplacer. Donc ici je vais reprendre le profil de façon à pouvoir retracer les éléments pour pouvoir les retailler à l'identique. Le tailleur de pierre, il faut déjà qu'il voie dans l'espace, il faut quand même qu'il voie en 3 dimensions parce que même avec les panneaux et les profils, il faut que le tailleur de pierre puisse voir sa pierre dans sa tête en volume réalisé. Et bon, il faut être bon en géométrie. Et puis après, c'est que de l'application et la méthode ancestrale qui n'a pas changé depuis des siècles et des siècles. 19 ans et vous remplacez déjà ces pierres sur la collégiale. Ouais. Donc oui, j'ai commencé ce chantier quasiment à la fin de mon apprentissage. Donc l'apprentissage, on apprend à tailler les pièces qui sont de base des moulures et tout. Et après venir sur un chantier comme ça, c'est apprendre le remplacement et à les mettre en place en fait dans leur vraie valeur, quoi. Oh Puis là vous êtes alors sur les traces des ancêtres en fait. Ces pierres, elles ont été posées il y a plusieurs centaines d'années. Oui, il y a bien des générations avant moi qui sont déjà venus ici construire. Et c'est bien de pouvoir perpétuer un métier qui est en train de se perdre, quoi. Ouais. Ça vous a appris quoi ce chantier? C'est quoi? Les gens avaient la passion de construire des cathédrales le plus haut possible? Vas-y. Ouais, à mon avis, ils voulaient se rapprocher le plus près du ciel, quoi, pour être le plus proche du bon Dieu. Et pour moi, c'est une vue magnifique. Et vraiment, c'est une chance inouïe que je puisse être ici, quoi. Attends, je redécale un peu. Voilà. Un roule là, à me donner. C'est spécial comme technique. Ouais, mais on se fatigue pas. C'est bon? C'est vieux comme le monde, ça date des Égyptiens, les roules. Donc on peut transporter des charges assez lourdes sans forcer. Et tu vas jusqu'où là? Ouais, c'est bon. Attends. Voilà. Vous-même, vous êtes un peu le descendant des bâtisseurs de cathédrales, quelque part. Vous avez de l'admiration pour vos aïeux? J'ai de l'admiration parce que les moyens techniques étaient moindres qu'aujourd'hui. Ils travaillaient avec des échafaudages en bois. Au niveau des manipulations et des manutentions, ils travaillaient avec des poulies, avec des démultipliés, comme au temps des Égyptiens. Mais l'évolution technique nous aide dans certaines tâches. Mais l'esprit de la taille de pierre est resté le même, de l'outillage à la pose des éléments en pierre. Donc maintenant on est en train de monter la pierre, on a pu la monter avec le treuil électrique jusqu'à 20 mètres de haut. Et donc il nous reste encore à peu près 20 mètres à monter avec un palon à chaîne d'étage en étage pour la monter jusqu'en haut de la flèche sud. Physique, Physique. Sachant qu'il y a quand même des démultipliés, mais vu que la pièce est assez lourde, donc
puis ils construisaient haut, hein. On peut toujours se référencer à la tour de Babel dans la Bible, hein, construire haut pour se rapprocher de Dieu. Mais il y avait aussi toujours la course, on va dire, des architectes et des villes à avoir le clocher le plus haut de la région. Pourquoi construire si haut? Moi, je pense que les tours et les flèches et les clochers ont toujours été considérés comme les ornements d'une ville, les ornements d'un siège. C'est comme les couronnes, enfin comme les pointes d'une couronne. En fait, ça donne une espèce d'allure, de préfiguration de la Jérusalem céleste sur la terre. Il y a aussi, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, on est très attiré par les prouesses techniques, cette envie de réussir techniquement des structures toujours plus extraordinaires et toujours plus extravagantes et toujours plus miraculeuses presque. Donc, dimension technique, beauté, mais pour vous, la dimension spirituelle, c'est pas une réflexion pour vous? Oui, je pense que ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est très intériorisé à notre époque. Je veux dire qu'il y a les manifestations de la foi n'ont probablement pas la même ampleur ni la même répercussion publique qu'elles pouvaient l'avoir au Moyen-Âge, au XIIIe ou au XIVe siècle. Et aujourd'hui, au fond, chacun lit de façon plus intimiste et plus personnelle ces mêmes structures qui auparavant devaient rayonner ou avoir un effet général sur toute la collectivité. Signe de l'ambition de certains puissants pour les uns, prouesse technique pour les autres, la collégiale de Neuchâtel rappelle aussi beaucoup de souvenirs à la population locale, à l'image du ferblantier Gérard Rubelli, venu voir le décrochage par hélicoptère de la flèche qu'il avait lui-même installé 30 ans plus tôt. Vous êtes venu exprès pour voir ça ce matin? Ah oui, tout à fait. J'habite juste de l'autre côté. Ça vous fait quoi alors? Ah ben, ça fait déposer ce qu'on a posé, c'est pas évident. On travaillait sur ces toits un peu comme des kamikazes avec des échelles à latte. Aucune protection si on dévissait, mais si on glissait, nous c'était un peu à la cata. Hein. On était sur le dos, on tapait des talons pour casser les tuiles, puis pouvoir s'arrêter avec les mains, agripper les tuiles où il y avait les trous. Parce que si vous mettez à plat ventre, vous n'arrivez pas. Quand je vois maintenant comme ça est, bon, les tuiles ont tenu. Le problème, c'est nouveau le bois qui est détérioré par des infiltrations qu'on ne pouvait pas faire étanche à l'époque. Alors là, c'est l'étape un peu critique. Hein. Oui, c'est l'étape décisive. Donc là, on va encastrer le caillou à la place de l'ancien, en fait. Voilà, mission accomplie en fait. Oui, la mission est accomplie, la pierre est encastrée, donc il ne reste plus qu'à la régler, la mettre d'aplomb et ajuster les tailles par rapport à l'existant. C'est monter une pierre comme ça jusqu'en haut, l'encastrer, maintenant c'est fait. Votre sensation? On est content, bien fatigué, donc on se motive pour la deuxième pièce qui sera exactement sa jumelle, ce sera la prochaine étape. Pierre après pierre, les restaurateurs redonnent à la collégiale une nouvelle jeunesse. Sur les traces des bâtisseurs de cathédrales, ils perpétuent cette envie des hommes de monter le plus haut possible vers le ciel, parfois au risque de leur vie. C'est à ce prix que la collégiale trône depuis des siècles au-dessus de Neuchâtel et rappelle à la population la dimension spirituelle de la vie. À l'occasion du bal du millénaire de la ville, sur l'esplanade de la collégiale, la colline du château s'est illuminée de 1000 feux. Parions que dans 1000 ans, les Neuchâtelois pourront toujours contempler avec autant de plaisir leur collégiale.